Un grand merci pour votre présence. On sait que le contexte est un peu particulier. Voilà, donc nous nous réunissons aujourd'hui pour une audition commune sur l'organisation de l'offre de soins et l'anticipation des risques sanitaires durant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà, en effet, le Sénat, même si en ce moment nous ne siégeons pas en séance publique, nous conservons nos missions de contrôle. Et c'est à ce titre-là que, étant donné l'événement mondial qui arrive et donc les impacts en matière d'organisation, que nous avons souhaité, au nom de la Commission des Affaires sociales, faire un point dans cette dernière ligne droite concernant notamment tous les enjeux de santé. Voilà. Nous savons que les Jeux mettront sous tension de nombreux services publics. L'offre de soins devra également se montrer à la hauteur, alors même que depuis plusieurs années, le système de santé francilien rencontre des difficultés, notamment pendant la période estivale. Donc c'est une grande interrogation que nous avons. Il m'a donc semblé important de faire un point sur la préparation à la matière afin de faire face aussi bien aux besoins de la communauté olympique et paralympique dans son ensemble, ce qui nous semble peut-être le plus facile, mais surtout au regard des besoins de l'ensemble des visiteurs, mais également de la population d'Île-de-France, qu'il s'agisse des soins programmés ou non programmés. Alors, pour évoquer ce sujet, nous avons donc le plaisir d'accueillir tout d'abord le docteur Jean-Marc Philippe, donc pour la Direction générale de la santé, conseiller médical et scientifique du Centre de crise sanitaire. Pour la Direction générale de l'offre de soins, Madame Julie Poujon, chef de service, et le docteur Aurélie Avondon-Ray, conseillère crise sanitaire, et donc JOB 2024 pour la directrice générale. Pour l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, Madame Sophie Martinon, directrice générale adjointe. Et pour l'APHP, donc le professeur Catherine Paugan, je prononce bien, Pogam, d'accord. Directrice générale adjointe, et excusez-moi pour la prononciation. On aurait dû me l'écrire en phonétique, ça aurait été plus facile. Voilà. Voilà, en tout cas, un grand merci pour votre disponibilité dans une période, je pense, que forcément chargée au regard de vos travaux. Ce que je vous propose, c'est certainement une première intervention de façon à répondre à cette grande question d'ensemble. Et très vite, nous rentrerons dans le débat avec les sénateurs par des ensembles de questions-réponses. Je sais que les questions sont nombreuses, donc ce sera l'occasion d'avoir votre regard et votre écoute. Voilà. Un grand merci. Et donc, peut-être, Monsieur Philippe, je vous laisse débuter cette présentation. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, merci de nous accueillir dans votre enceinte. Alors, juste pour vous dire que je suis accompagné de ma collègue, Madame Cécile Henry, qui est aussi donc chef du bureau de planification et de doctrine, et donc cheville ouvrière de toute la préparation aux crises. Alors, donc effectivement, les Jeux olympiques, mais toute grande manifestation comporte des risques liés à la population qui s'y présente, et donc une population qui vient du monde entier. L'action de la Direction générale de la santé qui s'inscrit dans tout ce qui est de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles. Alors, qu'appelons-nous une situation sanitaire exceptionnelle? C'est dès lors qu'on est face à une situation qui dépasse l'organisation du quotidien, pour laquelle il faut qu'on recourt à une organisation qui permet de répondre à un besoin de soins particulier, quelle que soit son origine. Et donc, le dispositif Orsan, donc, qui est le socle de réponse et de préparation du système de santé, permet la mobilisation du système de santé en situation de crise. Alors, mobilisation du système de santé dans toutes ses composantes, bien évidemment, sous la coordination de l'Agence régionale de santé, qui donc va coordonner l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs du monde des établissements de santé, quel que soit leur statut, public ou privé, puisque tous ont les mêmes obligations de répondre aux crises. Le secteur de la médecine de ville, qui est extrêmement important, notamment en termes de détection, mais aussi de prise en charge de pathologies qui ne nécessitent pas une hospitalisation. Et puis le secteur du médico-social, alors peut-être un peu moins concerné dans ces circonstances-là, mais il n'en demeure pas moins que c'est un secteur extrêmement important. Alors ce dispositif Orsan, on l'a créé en 2014, il a évolué sur le plan législatif et réglementaire avec la publication d'un décret en début janvier qui renforce
le cadre de préparation et de réponse du système de santé aux crises, eh bien, il organise la montée en puissance du système de santé, il définit des parcours de soins cohérents pour les victimes en fonction des différentes typologies de victimes, que ce soit des blessés somatiques, des patients infectés par des maladies infectieuses ou exposés à des agents particuliers. Et donc, il est mis en œuvre par le directeur général de l'Agence régionale de santé en cas de SSE. Et puis, bien évidemment, il existe, on va dire, un renfort national qui est organisé au sein du centre de crise, c'est-à-dire que l'on peut mobiliser des moyens en appui de l'Agence régionale de santé ou des agences régionales de santé qui sont concernées par l'événement. Alors cette organisation que l'on a développée et que l'on a bien évidemment travaillée dans la perspective des Jeux Olympiques et des grands événements donc, qui sont en perspective maintenant de façon très rapprochée. Donc c'est fait dans chaque région. Alors en particulier, Madame la directrice générale adjointe en parlera sur l'Île-de-France, bien évidemment au premier chef, mais aussi sur des régions comme Provence-Alpes-Côte d'Azur où il y a des épreuves, mais toute autre région, parce que l'on peut avoir, bien évidemment, tout événement, on aura certainement des manifestations, des fan zones avec des rassemblements qui font qu'il y a des risques partout et qu'il faut les prendre en compte là où ils se produiront, s'ils doivent se produire, ce que l'on n'espère pas du tout. Alors notre objectif, c'est un triptyque, c'est un triptyque qui est basé sur la planification. Qu'est-ce que c'est la planification pour nous? C'est de la planification opérationnelle. C'est vraiment réfléchir et structurer ce que l'on va faire quand on est confronté à tel ou tel événement. L'objectif, c'est d'éviter de perdre du temps et de mettre en place toutes les actions nécessaires. Bien évidemment, tout ça, ça passe par de la formation et de la formation des différents acteurs du système de santé, parce qu'on ne peut pas demander à un professionnel de santé d'aller s'occuper, on va dire, par exemple, d'un patient intoxiqué par tel ou tel agent, alors qu'il n'en a pas forcément la connaissance du quotidien. Donc, tout ça nécessite une formation. On a développé le cadre de la formation. On l'a renforcé par l'ouverture d'une plateforme de formation en ligne sur le site de notre école, l'École des hautes études de santé publique à Rennes, qui permet de former massivement nos professionnels de santé. Puis ensuite, c'est des moyens. Il faut des moyens avec notamment des produits de santé que l'on n'utilise quasiment jamais au quotidien. Des antidotes, des antitoxines, des produits que l'on va utiliser en cas de blessures par arme de guerre très hémorragiques. Et tous ces moyens, il faut qu'on les gère. Ils sont prépositionnés dans les établissements de santé, ils sont gérés par les établissements de santé, ils sont financés au niveau national par la Direction générale de la santé en lien avec la Direction générale de l'offre de soins, et ça permet d'avoir les moyens immédiatement disponibles pour pouvoir agir. Et tout ça, cette préparation, eh bien, elle s'est faite en lien avec les organisateurs, avec Paris 2024, et bien évidemment dans une logique interministérielle, puisque tous les ministères sont concernés et que tout ça doit s'articuler de façon parfaitement huilée pour une réponse qui soit la plus efficace possible. Alors on a 3 axes de travail que l'on a particulièrement identifiés. C'est d'abord identifier et maîtriser les risques sanitaires. Alors, risques sanitaires, ils sont très nombreux. Ça va de la canicule, en passant par des épidémies, en passant par, malheureusement, un risque intentionnel attentat. Potentiellement, ça peut être aussi un effondrement de tribunes. Enfin, tout peut arriver, malheureusement, sur ce type de choses, un mouvement de foule également. Et donc, tout doit être prévu. Donc, cette cartographie des risques a été faite largement en amont. Elle a permis d'identifier les menaces et surtout de faire des actions préventives, bien évidemment. C'est-à-dire que face à des menaces, on essaie de trouver comment on peut les prévenir. Notamment, c'est des messages de santé publique sur la vaccination. Par exemple, on parle de l'épidémie de coqueluche actuellement. Eh bien, c'est une épidémie que l'on peut contrôler par une vaccination et donc d'inciter, de faire passer les bons messages aussi auprès des touristes qui vont venir. Et donc, sur ce type de choses. C'est aussi de préparer le système de santé au SSE, on en a parlé. C'est vraiment toute la préparation autour du dispositif Orsan. Et puis, c'est bien sûr de pouvoir renforcer nos moyens. Donc, on a renforcé, actualisé nos moyens de réponse. On les a renforcés considérablement avec des moyens extrêmement innovants, notamment ce qu'on appelle des shelters. Ce sont des unités déployables qui permettent de disposer d'un espace d'accueil des patients en situation exceptionnelle. C'est d'ailleurs nos collègues toulousains qui ont mis en place ce concept et qui est remarquable, qui a été utilisé pendant la crise Covid et que l'on a nationalisé, de même que nos confrères du SAMU 92 ont inventé un bus pour transporter 8 patients réanimatoires.
Et ce bus, donc on a acquis ce bus, il va pouvoir rentrer en service là-dessus. Donc c'est vraiment ça. Et puis enfin, c'est se préparer à la préparation de la conduite opérationnelle. C'est comment on met en œuvre toute la gouvernance, toute l'organisation des différentes strates, l'articulation entre les centres opérationnels pour permettre d'avoir cette fluidité de circulation de l'information, pouvoir détecter à tout moment un événement d'origine sanitaire. Donc c'est tout le dispositif de surveillance dont pourra parler Cécile si vous le souhaitez, Monsieur le Président. C'est vraiment tout ce dispositif qui nous permet très rapidement de repérer qu'il se passe quelque chose pour prendre toute mesure adéquate pour contrôler. Alors ça peut être une émergence d'une épidémie, ça peut être aussi une vague de chaleur, une canicule. Malheureusement, on n'est pas à l'abri, même si on a eu un peu froid jusqu'à présent. Il n'en demeure pas moins que ce sont des risques à prendre en conséquence. Voilà ce que je peux dire en préambule, Monsieur le Président. Très bien, merci pour cette grande introduction en tous les cas. Madame Poujon, peut-être je vous donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Alors, en complément de la préparation d'une situation sanitaire exceptionnelle, dont on espère qu'elle ne se produira pas à l'occasion de cet événement, le ministère travaille depuis maintenant plus de 2 ans à la préparation du système de santé à l'afflux potentiel de patients qui seraient liés à cet événement, dans une période, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, en introduction, qui est par ailleurs une période de tension habituelle sur le système de santé, et notamment sur les services d'urgence, du fait de la période estivale et donc des congés pris notamment par les personnels qui peuvent conduire effectivement à des difficultés d'absorption de la masse de patients. Cette préparation, elle est passée par plusieurs éléments. Le premier, c'est d'abord de demander aux établissements d'anticiper plus que d'habitude la construction des plannings. C'est des étapes très concrètes, mais en fait, avoir de la visibilité, je pense que la PHP pourra revenir dessus, mais avoir de la visibilité anticipée au maximum sur la construction des plannings, vérifier effectivement, notamment en Ile-de-France, là où vont se concentrer la majorité des tensions, vérifier qu'on a des personnels pour pouvoir faire face aux patients pendant la période estivale. C'est aussi apporter une réponse spécifique. Là aussi, je laisserai la directrice générale adjointe de l'ARS et la PHP revenir dessus, mais avoir une polyclinique qui est dédiée effectivement à la famille olympique au sens large pour pouvoir absorber les éventuels besoins de soins, notamment des athlètes et de la famille olympique. Et puis ensuite de se doter d'outils exceptionnels. Alors vous le savez, vous l'avez rappelé, ces tensions, elles sont plus marqué ces dernières années, et donc quand même on a travaillé à la mise en place de solutions qui sont maintenant entrées dans le droit commun, qui ont été exceptionnelles notamment en 2022 et qui sont maintenant entrées dans le droit commun et qui permettent aux établissements d'avoir aujourd'hui des moyens de réponse pour gérer ces périodes estivales. Donc notre rôle est aussi de rappeler effectivement aux ARS et aux établissements l'ensemble de ces dispositifs, de rappeler que d'un point de vue ressources humaines, on a aussi à travers des dispositifs de droit commun des moyens de valoriser l'engagement des personnels sur ces périodes-là, à travers du temps de travail additionnel, à travers des heures supplémentaires. Vous le savez, on a aussi revalorisé les nuits, ce qui permet aussi de détendre un petit peu la pression RH. Et puis la mise en place de dispositifs exceptionnels, dont certains étaient portés par la loi olympique, notamment sur la possibilité d'abonder les CET plus largement qu'en temps normal. Essayer de se doter d'un ensemble d'outils qui permettent effectivement aux établissements en lien avec leurs ARS de se préparer à cette période. On pourra peut-être revenir à l'occasion des questions sur un certain nombre de ces dispositifs et je laisserai le docteur Avandoré, le cas échéant, détailler. Mais l'objectif a vraiment été de vérifier que le système était prêt à faire face à cet événement exceptionnel dans un contexte de tension globale sur l'offre. Alors évidemment, beaucoup en Ile-de-France, mais pas que en Ile-de-France, avec l'ensemble des régions, avec aussi des systèmes, entre guillemets, de soutien interrégionaux, et on pourra aussi revenir dessus, pour que l'offre de soins en Ile-de-France puisse être assurée à la fois au bénéfice des franciliens, des touristes habituels, mais aussi de l'afflux de population qui sera lié à l'événement. Madame Avandoré, peut-être en complément ? Oui, en 2 mots, juste en complément, d'un point de vue méthodologie, donc pour arriver à ce que Madame Poujon vous a décrit. Donc les 3 axes de travail, c'était vraiment la continuité du système de santé au sens large, la médicalisation des sites et potentiellement des sites olympiques et de la prise en compte d'une éventuelle situation sanitaire exceptionnelle. En fait, vraiment, le travail a été collaboratif avec l'ensemble des régions. Bien évidemment, 90% des épreuves ont lieu en Ile-de-France, mais les groupes de travail ont associé l'ensemble des ARS accueillant au moins une épreuve, donc les 6 autres, que ce soit
soit Hauts-de-France, PACA, ARA, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire, qui a la double spécificité d'avoir également les Jeux paralympiques et Pays de Loire, également Tahiti. On reste en lien très fort avec les autorités de la Polynésie française, bien évidemment, pour suivre cette préparation. Et donc également l'ensemble des autres ARS qui n'accueillaient pas d'épreuves, voir comment est-ce que des soutiens éventuels pouvaient se mettre entre les régions. Donc tout cela vraiment nous a amené vraiment à avoir ce travail et cette vision d'ensemble nationale, bien évidemment avec la spécificité francilienne, mais je laisserai Madame Martinon bien évidemment prendre le relais dessus. On pourra revenir bien évidemment sur le détail comme l'a dit Madame Poujon, et en complément également sur les risques, je me permets aussi de dire que le risque cyber a été pris en compte. Alors c'est beaucoup plus le haut fonctionnaire de défense et de sécurité, donc, mais nous on est bien évidemment associés aux travaux, notamment pour la partie établissements de santé, le suivi et également le sujet de la sécurisation des établissements de santé pour lequel nous avons une attention forte, notamment eu égard à la montée de la posture Vigipirate depuis le mois de mai. Tout ceci a bien été rappelé à l'ensemble des établissements, qu'ils soient publics et privés. Et sur l'offre de soins, je terminerai avant de laisser la parole. Bien évidemment, on pense à nos hôpitaux. Mais il y a également donc le système public, mais également privé, et également tout ce qui est médecine libérale, enfin, et acteurs libéraux au sens large, également les pharmaciens, enfin l'ensemble des acteurs libéraux, pour lesquels, bien évidemment, la mobilisation est attendue et on travaille avec. Voilà. Ce qui fait la transition très vite pour l'Agence régionale de santé. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. À J-30, effectivement, à peu près du début des Jeux Olympiques, on est entré dans une phase finale de mobilisation. Après, je dois le dire, un travail de longue haleine assez intense avec de très, très nombreux partenaires, notamment au premier rang desquels la PHP et l'ensemble des établissements de santé, en tout cas, voilà, j'allais dire d'Île-de-France, mais en tout cas pour la région Île-de-France, puisqu'effectivement ces Jeux Olympiques et Paralympiques représentent à la fois un événement un peu extraordinaire, mais aussi une charge de travail importante pour les professionnels. Alors, on a vraiment travaillé avec une triple préoccupation. La première, c'est l'anticipation, comme l'a dit Madame Poujon. La deuxième, c'est vraiment d'avoir le dispositif le plus adapté possible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire éviter la surmobilisation et éviter d'avoir un dispositif qui, par précaution, soit surdimensionné. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les JO, c'est une vingtaine de jours. Les Jeux paralympiques, c'est une quinzaine de jours. Mais en fait, il faut aussi pouvoir soigner les Franciliens avant, après et en septembre. Et en fait, on ne peut pas se permettre d'avoir des professionnels qui n'auraient pas pu prendre du tout, par exemple, de congé pendant l'été. Donc très clairement, une de nos préoccupations, ça a été de dimensionner le dispositif de manière la plus adéquate possible. Et puis enfin, troisième préoccupation, la communication, la transparence. Moi, je ne vous le cache pas, ma principale inquiétude, en fait, elle ne porte pas sur le système de santé, elle porte sur nos capacités de mobilité, de circulation en Île-de-France pendant l'été. Et c'est à ça qu'on a sensibilisé les professionnels de santé, les établissements et l'ensemble des acteurs du système de santé, vraiment à intégrer, à anticiper cette difficulté en termes de circulation. Donc, au-delà de cette triple préoccupation, anticipation, dispositif adapté, communication, peut-être trois focus. Le premier, c'est concrètement qu'est-ce qu'on a fait sur la continuité des soins et des activités. La deuxième, redire un mot du risque cyber. C'est un risque qu'on prend extrêmement au sérieux et qui nous paraît important. Et peut-être vous donner quelques exemples en matière de communication, je dirais même de transparence sur les actions engagées pour donner confiance finalement à chaque acteur du système également. Très concrètement, on a pris en compte à la fois le contexte de l'été et des tensions finalement classiques, avec du coup l'idée qu'on avait besoin de renforcer de manière assez ciblée, notamment en intégrant les enseignements, le retour d'expérience des Jeux Olympiques de Londres, puisque vous savez qu'au Japon, il n'y avait pas de public du fait du Covid. Rio, ça ne correspondait pas tout à fait au même système de santé, donc on a quand même plutôt repris des éléments et à partir de là, identifié un certain nombre de sujets prioritaires, notamment les services d'accueil d'urgence et les soins non programmés et du coup l'aval des urgences également. Donc en fait, on a identifié ce besoin-là et on a fait le choix de renforcer 12 établissements de santé
ainsi que la PHP, qui par ailleurs, la PHP, mais je laisserai Catherine Pogan le détailler, et aussi l'établissement de référence pour les athlètes, la famille olympique et l'ensemble des officiels, en fait, des accrédités, avec en plus la polyclinique sur le village olympique. Et donc ces 12 établissements, ils ont été choisis non pas en fonction de leur statut, on a par exemple 3 établissements privés et un privé non lucratif dedans, mais en fonction de leur proximité avec les épreuves. Donc dans ces 12 établissements, on leur a demandé d'aller au-delà du capacitaire habituel d'un été, j'allais dire normal, mais voilà, d'un été classique. Et on a pu aussi obtenir des financements pour augmenter le nombre de lits disponibles. Et on est à peu près autour de 750 lits supplémentaires. Je pense que vous avez pu entendre ce chiffre. Dans des services identifiés, la petite traumato. Enfin, voilà. Au-delà des services hospitaliers, on a également réfléchi pour la ville. D'abord, on a la chance en Ile-de-France d'avoir 8 services d'accès aux soins qui sont aujourd'hui pleinement opérationnels. Donc tous les départements d'Ile-de-France ont un service d'accès aux soins qui permet aussi d'orienter éventuellement de la demande de soins non programmés vers des professionnels. On a fait le choix de renforcer aussi nos capacités de régulation, donc les personnes qui répondent dans les centres 15, et puis renforcer aussi les maisons médicales de garde pour tout ce qui est soins non programmés, mais qui ne nécessitent pas forcément de recourir au service d'urgence. 7 centres de premier recours renforcés à Paris et en Seine-Saint-Denis, de la même façon, pour notamment identifier des sites un petit peu, pendant cette période un peu sensible des Jeux Olympiques. Voilà, vous avez une demande de soins, il y a 6 centres identifiés sur Paris, 1 dans le 93. Le préhospitalier, très rapidement, évidemment, lui aussi est mobilisé. Donc, on est à 120% de mobilisation sur l'ensemble de la région Île-de-France avec des renforts extra-régionaux. Donc, on a certaines équipes de SAMU hors Île-de-France ont accepté d'envoyer une équipe qui vient épauler les équipes du SAMU zonal et de l'ensemble des SAMU d'Île-de-France. On a ajouté un hélicoptère médicalisé pour pouvoir disposer de 2 hélicoptères pendant cette période sensible. Et puis après, on a évidemment une attention particulière, notamment pour la cérémonie d'ouverture et puis pour les épreuves sur route qui ont des périmètres qui peuvent être, et des règles un tout petit peu particulières. Un mot sur le risque cyber pour dire que c'est depuis 2 ans qu'on a intensifié notre action sur le sujet. Vous le savez, j'imagine, mais l'Île-de-France a été victime, 2 établissements de la région Île-de-France ont été victimes d'une cyberattaque, le centre hospitalier sud-francilien et le centre hospitalier de Versailles. Et en fait, on a vraiment pu mesurer concrètement l'effet de désorganisation que ça implique. Je pense que du coup, ça nous a permis aussi de sensibiliser l'ensemble des acteurs. Et donc aujourd'hui, on a un niveau de maturité qui est bien meilleur qu'il y a 2 ans. Alors de là à vous dire qu'on ne sera pas victime d'une cyberattaque, je ne m'y risquerai pas. En revanche, très clairement, pour nous, c'est une mise à niveau qui a été progressive, mais un effort assez substantiel. Et pour moi, c'est aussi quelque chose dont on va hériter. Les JO nous ont permis aussi de focaliser sur un événement et du coup de réaliser cet effort avec notamment un appui de l'établissement numérique qui assure l'appui numérique en Île-de-France, le Cézanne, et puis des exercices dans chaque établissement. Enfin, et j'en terminerai là, un mot sur la communication. On a évidemment depuis 2 ans intensifié le dialogue avec l'ensemble des acteurs en travaillant à la fois par territoire, notamment au niveau départemental, au niveau transversal, en organisant des réunions régionales d'information sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Pourquoi ? Parce que très souvent, en fait, on avait des questions sur nous, on fait ça, on se mobilise, mais qu'est-ce qui se passe côté ville, côté hôpital ? Et en fait, donner la vision globale, c'est aussi extrêmement important pour que chacun ait confiance dans chaque maillon du système. Là, on est vraiment dans la dernière ligne droite et on travaille maintenant filière par filière, notamment pour tout ce qui est prise en charge des pathologies chroniques. Donc, on a sensibilisé notamment tous les établissements de dialyse franciliens ou tous les établissements qui prennent en charge des personnes qui sont en soins d'oncologie pour s'assurer qu'ils délivrent la bonne information à leurs patients et à leurs usagers. Et en fait, c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment un des points essentiels
l'essentiel, c'est que chacun puisse anticiper, y compris les patients, et donc du coup pour ça que les établissements soient en capacité de leur délivrer l'information pertinente. Je le redis ici, mais je suis sûre que vous l'avez bien dans le viseur, mais anticiperlesjeux.gouv.fr qui permet de savoir, en fonction de l'adresse où on veut se rendre, quelles sont les règles qui s'appliquent. Est-ce qu'on peut y aller en voiture ou pas? Est-ce qu'on a besoin d'un QR code ou pas? Voilà, c'est ça nos difficultés concrètes aujourd'hui. Et donc, puisqu'effectivement, je le disais en introduction, mais vraiment la mobilité, c'est vraiment le sujet crucial, et notamment pour les épreuves sur route et la cérémonie d'ouverture. Et puis enfin, dernier élément, on a une campagne de communication nationale qui est déclinée en Île-de-France pour pouvoir aussi appuyer les franciliens pour répondre à la question où se soigner, comment se soigner cet été. Donc voilà, ça permet de donner des indications très précises. Sachez aussi qu'on a identifié un certain nombre d'outils de traduction, notamment pour la prise en charge des touristes internationaux. WeCare.com, qui est un outil qui a été développé par le CHU de Rennes et qui permet gratuitement de traduire dans des situations de prise en charge sanitaire les phrases les plus courantes, finalement. Voilà. Voilà, juste ce que je pouvais vous dire, mais à votre disposition, évidemment, pour répondre plus précisément sur certains points. Merci, madame. Madame Pogam. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs. Donc effectivement, pour la PHP, au titre du Sud Île-de-France, bien on a décliné tout ce que vous venez d'entendre jusque-là, avec peut-être donc une particularité. On est en charge de 3 dispositifs, ou de 4 et plus exactement dispositifs propres au JO, à savoir la fameuse polyclinique, donc qui est au sein du village olympique, qui assure des soins programmés, non programmés à la famille olympique, athlètes, mais également force de travail volontaire sur place. C'est environ attendu 120 consultations par jour, 700 consultations par jour, 120 professionnels qui seront sur site environ par jour, et donc avec une offre de soins autour de la médecine générale, de la médecine du sport bien évidemment, mais aussi des petits soucis de médecine d'urgence, de traumato, de dentaire, d'offres dentaires, et la possibilité de réaliser un certain nombre d'examens scanographiques ou IRM, avec par exemple attendu sur la base des jeux précédents jusqu'à 100 IRM jour, puisque ça devient l'examen clé, notamment pour les sportifs. Donc cette offre qui est en place. Donc les documents sont signés, l'arrêté a été signé tout frais de la semaine dernière. Donc nos documents et notre règlement intérieur, notamment tout ce qui apparaissait dans la loi, à ce propos-là, tout est au vert. Et on est effectivement maintenant dans la phase on finit de ranger les cartons et on se prépare au lockdown le 4 juillet et puis après on ouvre après le week-end du 15. On a aussi donc 3 hôpitaux référents qui seront en charge, en lien avec les équipes médicales de Paris 2024 et la polyclinique, de prendre en charge une part les membres des médias, c'est l'hôpital d'Avicenne, d'autre part les athlètes, c'est l'hôpital Bichat, et d'autre part la famille olympique officielle, partenaire, sponsor, et qui eux sont pris en charge à l'HEGP. Là-dessus, basé toujours sur les expériences précédentes, on est sur des flux de patients à prendre en charge qui sont extrêmement faibles, qui en général se comptent sur moins que les doigts d'une main à la journée, voire sur plusieurs jours. Donc on n'est pas sur des flux attendus très élevés. Néanmoins, c'est un travail de ces 3 sites qui a permis d'avoir des modalités de prise en charge et un parcours patient allant jusqu'à la facturation parfaitement défini. Donc c'était un travail interne. Et puis bien sûr, l'autre partie du travail, et comme ça a été déjà dit, on n'est pas loin des 2 ans de préparation. J'étais en train de faire mon petit calcul dans ma tête. Consiste à travailler sur notre offre de soins. Donc notre offre de soins en 2 parties. La partie qui est le maintien de l'offre de soins estivale pour tous, et puis la prise en compte d'une possible surcharge liée à l'augmentation de la population au niveau de la région francilienne. Et donc on a fait ce travail un peu de calibrage, toujours et d'adaptation de quelle est la quantité d'offres de soins supplémentaires et dans quel secteur on doit travailler,
pour ouvrir plus qu'un été normal, pour faire simple. Et donc ça s'est traduit par le ciblage des secteurs qui sont très en lien avec l'aval des SAU, des services d'urgence, la prise en charge de l'orthopédie urgente, la prise en charge des problèmes médicaux urgents. Et donc ça se traduit en ouverture de lits, mais ça ne résume pas l'effort. Environ 360 lits supplémentaires qui sont répartis en médecine, en chirurgie et en soins critiques, bien entendu. Pour cela, à côté de ça, on a aussi identifié des blocs d'urgence supplémentaires. On a donc vraiment quelque chose qu'on a calibré et adapté autour d'un flux supplémentaire, là aussi sur la base d'échanges intéressants et assez fournis avec nos amis du King's Health Partners et de Londres, qui était un peu notre équivalent CHU pour voir un peu pour essayer de se challenger, voir un petit peu comment on calibrait tout ça. Et puis sur notre offre de base, on est dans une situation où par ailleurs il se trouve qu'on reprend un petit peu de poil de la bête, un petit peu de voilure en termes de capacitaire. Et en tout cas, effectivement, pour s'assurer qu'on serait au rendez-vous, des plannings qui sont finalisés depuis avril, c'est-à-dire pas que dans les services concernés, mais au périmètre global des choses. Donc, sur l'aspect humain et ressources humaines, on est plutôt confiant de ce point de vue-là. Actuellement, on travaille essentiellement sur la mise en place des plans de contingence. Et c'est là qu'on rentre dans les détails, ça a été évoqué. Ça veut dire que site par site, les gens travaillent à qu'est-ce qui va se passer tel jour à telle heure pour les patients, pour la logistique, et pour les professionnels qui pourront arriver, pourront repartir. Ce qui demande aussi un travail là, qui est d'affinage sur lequel on est en train de finaliser. Et je reviendrai sur les enjeux de communication qui sont absolument majeurs. Alors là, il y a cette communication régionale, une communication locale sur les sites, une communication pour nos professionnels, une communication pour nos patients, pour qu'en fonction des filières, et là on est aussi sur le travail par exemple des maternités, on a des grosses maternités de niveau 3, et donc d'être très au clair et d'informer les femmes sur ce qui peut se passer, comment elles peuvent venir, avec quel type de véhicule, qu'est-ce qui se passe, comment elles appellent le 15, enfin, un gros travail de dentelle qui est en cours en ce moment, qui est en train de se finaliser. Et le dernier point, c'est le travail sur la prévention et le travail sur les SSE, avec la particularité que l'AP porte plusieurs missions d'établissements régionaux ou nationaux de référence sur plusieurs risques, le chimique, le radiologique, et comporte par ailleurs tous les risques comme tout le monde. Donc à la fois une préparation en tant que SR et une préparation de tous nos sites à ces risques. Et je finirai moi aussi probablement par les aspects cyber. Avec là aussi depuis plusieurs années, puisque la semaine dernière, c'était notre 4e exercice cyber, donc un par an à la grande échelle, qui a été associé cette année à des exercices sur chacun de nos groupes hospitaliers. Donc on est à 7 exercices qui ont mobilisé à la fois les chaînes de commandement jusqu'au service, jusqu'à chaque acteur dans une pharmacie. Qu'est-ce qui se passe si j'ai plus d'informatique ? Comment je travaille dans un service d'urgence. Et donc, des services sur lesquels on a des professionnels qui se sont extrêmement mobilisés et qui ont été extrêmement utiles, avec évidemment des plans d'action. Et ceci s'associait avec des actions de sensibilisation, là aussi. Il se trouve que l'actualité et certains événements récents en matière cyber, la dernière attaque des hôpitaux de Londres, par exemple, on a, en termes de sensibilisation, des piqûres de rappel sur le risque qui sont malheureusement assez naturellement. Et puis sécurisation des travails sur nos infrastructures particulières, mais je ne rentre pas dans ce détail. Donc, en gros, déclinaison des plans. Je ne suis pas rentrée dans la partie où on est extrêmement mobilisé, qui est la partie de l'offre préhospitalière, parce que je laisserai la DGS. Sur la partie Île-de-France, à la maille, sous la responsabilité du SAMU zonal, le SAMU zonal étant le SAMU 75. Et donc, on est effectivement particulièrement impliqué, mais c'est un dispositif qui est à la maille zonale. Merci beaucoup. Madame Henry, peut-être en complément d'intervention ? D'accord. Très bien. Avant de passer aux questions, est-ce que vous voulez rajouter un élément ou, on a déjà fait un bon tour d'horizon. Voilà. Très bien. Alors, écoutez, je vais donner la parole aux différentes sénatrices et sénateurs qui l'ont souhaité. Je vais commencer par Florence Assarade. On va prendre plusieurs questions. Hein.
Merci, Monsieur le Président. Je voulais me pencher particulièrement sur l'offre de soins pour les athlètes. Vous l'avez bien détaillé. Il reste néanmoins des points, il me semble, à préciser. Est-ce que les autorisations et les adaptations réglementaires requises ont été bien délivrées par l'ARS? Lors du rapport, on avait compris qu'il y avait besoin d'autorisations spécifiques. On sait que le calibrage des besoins a été affiné. J'avais bien retenu que ce qui était important également pour les athlètes, c'était le bilan dentaire et bilan ophtalmo. On sait que tous les 4 ans, des athlètes qui n'ont pas chez eux forcément les soins, mais il y avait malgré tout beaucoup de volontaires parmi les soignants. Est-ce que vous pouvez nous donner à peu près les chiffres pour savoir comment se répartissent salariés et volontaires? Deuxièmement, les hôpitaux concernés, que ce soit Bichat pour les athlètes, Avicenne pour les médias et Georges Pompidou pour la famille olympique, sont prêts à recevoir. Ce qui m'avait intrigué lors du rapport, c'est de savoir comment est évaluée cette prise en charge supplémentaire, non seulement en nombre de patients, mais également en facturation. Qui paie quoi? Est-ce que c'est le CIO qui rembourse les frais? Comment est-ce que vous anticipez à l'heure actuelle le coût des soins? C'est un problème sensible, donc je voulais savoir comment vous envisagez de vous faire rembourser les soins. Et concernant les délégations olympiques et paralympiques, vous nous avez donné une idée du nombre de professionnels, mais combien viennent de ces délégations finalement olympiques et paralympiques? Est-ce que vous en avez une idée? Et est-ce que les dérogations à l'exercice de la médecine et les réglementations spécifiques ont été bien cadrées et sont-elles suffisantes? Voilà pour ma part. Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant à Corinne Imbert. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur. Merci, Mesdames, pour vos propos introductifs à cette audition. Alors, j'aurai plusieurs questions, les unes concernant l'offre de soins francilienne et puis les autres concernant les risques sanitaires. Tout d'abord, pour revenir sur la question de comment les hôpitaux franciliens ont-ils anticipé les besoins de santé de la région avec cet afflux majeur de touristes. Donc, on a bien compris l'anticipation des plannings, ce que vous avez exprimé tout à l'heure, plus de moyens pour valoriser les personnels. Mais est-ce que plus de moyens pour valoriser les personnels, ça fera plus de personnel? Ça, c'est quand même un sujet majeur, alors que c'est une période en général où il y a moins de soins programmés, ce qui permet aux professionnels de santé de prendre un petit peu de vacances. Sur la question de la médecine de ville, j'ai bien entendu aussi tout à l'heure que 8 services d'accès aux soins étaient renforcés, notamment le renforcement des maisons médicales de garde. Est-ce que les URPS de la région ont été sollicités ou pas? Et la Caisse primaire d'assurance maladie a-t-elle prévu des organisations particulières avec les médecins libéraux et les centres de santé ou structures d'exercice coordonnées? Et en parlant de centres de santé, j'ai lu dans la presse professionnelle, pas plus tard qu'hier, que 7 centres de santé franciliens seraient menacés de fermeture avant fin juin pour des questions de graves difficultés financières. Est-ce qu'en fait, ces fermetures pour difficultés financières vont être repoussées à la rentrée? Parce que ce sont à côté de ça des milliers de personnes, des milliers de patients qui risquent de se tourner vers les urgences hospitalières qui seront déjà peut-être un peu occupées. Donc cette nouvelle, enfin en tout cas que j'ai lue hier seulement dans la presse professionnelle, pose question. J'ai bien entendu, et ça paraît complètement cohérent, que vous allez dimensionner le dispositif pour qu'il soit le plus adapté possible. Est-ce à dire que vous le réduirez au moment des Jeux olympiques paralympiques ou pas? Ensuite, sur les risques sanitaires, comment la Direction générale de la santé a anticipé les risques sanitaires et notamment les risques épidémiques? On a entendu la question de la communication, mais peut-être pas seulement. Et puis, et vous l'avez un peu abordé tout à l'heure, et on peut pas écarter la question du contexte de sécurité extrêmement tendu à l'occasion de ces Jeux olympiques. L'organisation des hôpitaux et services d'urgence franciliens, les plans blancs, a-t-elle été révisée?
et préparer au risque de prise en charge simultanée d'un événement occasionnant de nombreuses victimes, évidemment, ce que ni les uns ni les autres ne souhaitons. Et enfin, dernière question, et je m'arrêterai là, est-ce que la région Île-de-France, en termes d'approvisionnement de médicaments, sera privilégiée au détriment des autres régions? En clair, nous avons des ruptures de médicaments partout sur le territoire national. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez orienter la distribution de certains médicaments vers la région Île-de-France? Je vous remercie. Très bien. Je vous propose qu'on réponde déjà à ces premières séries de questions. Je vais continuer le même ordre. Voilà, à vous de choisir un peu la question sur laquelle vous voulez être l'intervenant. On évite de répondre deux fois. Voilà. On commence par Monsieur Philippe. Oui, Madame la sénatrice, sur la partie des risques sanitaires, et donc je laisserai aussi ma collègue Cécile Henry compléter. Effectivement, comme je le disais en propos liminaire, nous avons fait une cartographie des risques sanitaires. Alors, ils sont très nombreux. Ça va, par exemple, sur le risque infectieux, au risque des arboviroses, par exemple. Vous savez que notre territoire a été envahi par l'Aedes albopictus, qui a la fâcheuse tendance à piquer tout le temps et à transmettre des maladies extrêmement ennuyeuses, alors que l'on connaît particulièrement, nos collègues ultramarins connaissent malheureusement des épidémies qui ont été provoquées comme le chikungunya ou le Zika. Et puis il y a d'autres vecteurs, comme le Culex, que l'on connaît aussi et qui transmet le West Nile virus et d'autres choses. On a des tiques aussi dans le sud de la France qui transmettent, et notamment un tique Yaloma qui transmet une fièvre hémorragique dite de Crimée-Congo, et qui est particulièrement redoutable. Donc toutes ces émergences sont en permanence surveillées. On surveille aussi le virus de la grippe. Il ne nous aura pas échappé que ce virus aviaire qui circule abondamment, et notamment aux États-Unis avec un clade particulier qui commence un petit peu à acquérir la capacité de contaminer des mammifères et l'homme, puisqu'on a eu des cas humains. Alors pas de transmission interhumaine à l'heure actuelle. Et puis des tas d'autres risques, donc hormis les risques infectieux, le risque de canicule en est un vraisemblablement possible, même probable. Pendant la période, ces dernières années nous ont montré que l'on a ce type de choses. Et donc l'ensemble de ces risques sanitaires sont évalués en fonction d'une certaine criticité. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on va surveiller, peut-être, si Monsieur le Président, si vous permettez que je passe la parole à Madame Henry, qui va expliquer un petit peu toute l'organisation autour de ces risques. Oui, merci beaucoup Jean-Marc, bonjour à tous. Alors, en effet, donc, on a identifié une dizaine de risques ou de catégories de risques infectieux prioritaires qui ont été hiérarchisés en fonction de leur probabilité d'occurrence et de gravité sur le système de santé. Et ensuite, sur la base de ces risques, on a recensé l'ensemble des dispositifs de veille et de surveillance existants, avec évidemment comme objectif de détecter le plus tôt possible les signaux faibles pour pouvoir agir rapidement. Et donc, c'est ce renforcement des dispositifs de surveillance qui est notamment assuré par Santé publique France, a concerné à la fois donc, la surveillance biologique des pathogènes, qui est réalisée en grande partie par nos laboratoires, réseaux de laboratoires et laboratoires avec des techniques innovantes, notamment de repérage de pathogènes, d'agents pathogènes dans les eaux usées. Comme cela se fait d'ailleurs dans d'autres pays. On a également renforcé la surveillance des maladies spécifiques, donc en particulier celles que l'on a cartographiées et sur lesquelles on a évidemment fait un focus plus spécifique. Et donc ce renforcement de la surveillance, donc concerné la surveillance qui est assurée par les médecins et qui nous est remonté notamment via le dispositif de maladies à déclaration obligatoire. Donc les médecins font remonter aux autorités les cas avérés pour justement anticiper le développement de clusters. On a également des réseaux de surveillance de professionnels qui ont été renforcés dans la perspective des Jeux. On a également une surveillance non spécifique donc qui consiste à surveiller la demande de soins, le recours aux soins,
surveiller évidemment l'offre de soins en regard, qui constitue évidemment également un bon indicateur. Donc on s'est vraiment appuyé sur nos dispositifs de surveillance existants que l'on a renforcés spécifiquement pour la période des Jeux. Donc ça, c'est pour la partie surveillance. Après, on a pour chaque risque identifié donc, les mesures de gestion adaptées. Donc là, on est sur toute la planification sanitaire, toutes les stratégies de réponse face aux différents risques. Donc, le docteur Philippe en a parlé juste avant. Le dispositif s'appuie notamment sur ORSAN, donc qui est l'organisation du système de santé. L'organisation de la réponse du système de santé en situation sanitaire exceptionnelle qui définit les parcours de prise en charge des patients pour chaque type de risque, et en particulier sur le risque infectieux. Donc on a un volet spécifique qui est le volet EpiClim, qui est donc à la main des ARS, et donc les ARS sont chargés d'organiser ces stratégies de réponse pour les risques infectieux et ces parcours de prise en charge, notamment dans les hôpitaux de référence qui ont été évoqués juste avant. On a également renforcé donc, les moyens de réponse. Alors sur les risques infectieux, on a sécurisé les filières d'approvisionnement en vaccins. On a pareil pour l'ensemble des traitements pour les risques qui ont été identifiés. On a également développé, pas seulement au niveau national, mais même l'ensemble des acteurs territoriaux, rediffuser des messages de bonnes pratiques, les conduites à tenir, notamment en matière de prise en charge et en matière de vaccination. Voilà, et globalement, je crois que j'ai fait le tour. Donc on est vraiment sur les axes renforcement de la surveillance, renforcement de la planification sanitaire et consolidation de nos capacités de réponse, développement de l'axe prévention avec tout un tas d'actions de communication. On a aussi beaucoup communiqué auprès de nos professionnels de santé sur les épidémies en cours, justement pour leur rappeler ces bonnes pratiques. On le fera évidemment tout au long de l'événement, mais comme on le fait de toute façon au quotidien, mais là on a une vigilance particulière. On fait également le lien avec l'organisateur pour que ces messages soient également relayés aux délégations étrangères. On ait une harmonisation des messages sur l'ensemble de ces risques. Voilà. Merci beaucoup, Madame Poujon. Peut-être pour répondre à mesdames les sénatrices, sur l'intervention des professionnels de santé. On a plusieurs dispositifs. On a d'abord les délégations, le comité olympique, etc., qui peuvent avoir des professionnels de santé en leur sein, mais qui ne vont intervenir qu'au profit de ces délégations, des sportifs, des membres des comités. Donc ça, c'est la loi olympique a permis que ces professionnels étrangers puissent exercer en France dans le cadre des Jeux olympiques, mais au profit, entre guillemets, des délégations auxquelles ils appartiennent. C'est un premier niveau de réponse aux besoins potentiels de soins, notamment pour ce qu'on appelle plus précisément la famille olympique. Vous avez un deuxième niveau de réponse qui est organisé par Paris 2024, notamment sur les sites des épreuves olympiques, sur lesquels ils ont fait appel à des professionnels de santé salariés, et pour partie volontaire, ce qu'on appelle le programme bénévole volontaire de Paris 2024, où là, ils ont fait appel à un certain nombre de professionnels qui vont essentiellement exercer sur les sites pour parer aux besoins de soins immédiats sur site. Et puis ensuite, vous avez l'organisation qu'on vous a décrite, qui est là la réponse du système de santé entre guillemets français aux besoins de soins, à la fois de la population habituelle qui a toujours besoin de se faire soigner pendant les JO, et puis à l'afflux potentiel de patients supplémentaires qui peuvent être les touristes, notamment qui viennent assister aux épreuves. Donc il y a ces trois niveaux de réponse qui existent pendant les Jeux olympiques. Les textes que vous évoquez donc ont été pris en application de la loi olympique pour permettre aux délégations de venir avec leurs professionnels, de pouvoir venir aussi avec un certain nombre de traitements ou de prescrire sur le territoire un certain nombre de traitements. Donc ça, ces textes ont été pris. Vous avez la vérification qui est faite des professionnels étrangers qui vont venir travailler, notamment au sein de la polyclinique. La vérification des diplômes, qui est aussi procédée en lien avec l'ARS, les ordres et la PHP, où ces professionnels vont être amenés à exercer. Et puis, ensuite, vous nous posez la question de l'augmentation du nombre de professionnels. Alors, effectivement, par rapport à un été habituel, il y a une présence supplémentaire de professionnels avec une ouverture de lits supplémentaire par rapport aux étés classiques qui viennent, entre guillemets, pour renforcer l'offre de soins, notamment francilienne, principalement francilienne, pendant la période. Donc les dispositifs qui ont été mis en place conduisent bien à avoir
Toute chose égale par ailleurs, plus de lits ouverts et donc un peu plus de professionnels présents pendant la période estivale. Ça, c'est pour répondre à une première partie de vos questions. Alors évidemment, des moyens ont été délégués voilà, à l'ARS Île-de-France notamment, qui pourra financer la PHP pour ses professionnels volontaires, mais aussi les autres sites franciliens mobilisés, comme l'évoquait Sophie Martinon dans son intervention. Vous nous avez posé la question de la prise en charge des soins. Donc, comme vous le savez, l'engagement qui a été pris, effectivement, c'est de permettre une prise en charge des soins des athlètes et de la famille olympique. Donc, pour ça, Paris 2024 a travaillé avec des assureurs, donc a souscrit 2 contrats d'assurance, un contrat pour les personnes de la famille olympique qui ne sont pas assurées sociaux en France, et puis un contrat pour les personnes de la famille olympique au sens très large qui sont assurées sociaux en France, mais qui va jouer le rôle de surcomplémentaire. Et donc, on a travaillé ensuite, et on est d'ailleurs en train de finaliser avec les assureurs, le circuit de facturation pour être sûr que les hôpitaux soient payés des soins qu'ils délivrent et essayer de faire en sorte au maximum des cas que ce soit fait, entre guillemets, de manière transparente pour les patients, pour que l'assureur puisse intervenir en tiers payant direct, en fait, et que le patient n'ait pas à faire l'avance des frais, mais que l'hôpital puisse être garanti de sa créance de soins. Donc ça, ces travaux ont été menés maintenant que les contrats d'assurance ont été signés par Paris 2024. Et ensuite, je crois que j'ai répondu. Alors dites-moi s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a d'autres interventions peut-être? Je ne sais pas si vous par voulez vos questions. Oui, moi, je garde la question sur les médicaments, mais je la garde à la fin. Ouais. Peut-être sur les centres de santé. Donc vous évoquez le cas des centres de santé Croix-Rouge, dont la Croix-Rouge effectivement a annoncé qu'elle avait pris la décision de les fermer, puisque le modèle économique ne permet pas à ces centres, effectivement, enfin en tout cas ne permet pas à la Croix-Rouge de continuer à exploiter ces centres dans des conditions économiques qu'elle juge satisfaisantes. Je crois, mais là peut-être que l'ARS Île-de-France pourra nous apporter des précisions, il y a des potentiels repreneurs qui se sont manifestés. Évidemment, tout ça est une décision qui appartient à la Croix-Rouge, donc sur laquelle, c'est elle qui décide de fermer. Et donc le sujet est de voir aujourd'hui si on a des repreneurs qui se positionnent sur ces centres pour permettre une continuité d'activité et de prise en charge des patients, et sinon de regarder comment on peut orienter les patients vers effectivement de nouveaux offreurs de soins pour éviter, notamment pour ceux qui ont des soins continus, pour éviter les ruptures de prise en charge. Peut-être effectivement, juste pour rebondir sur ce sujet et peut-être compléter, effectivement, on suit avec attention la situation des centres de santé parisiens, avec notamment, comme l'indiquait Madame Poujon, un administrateur judiciaire en fait, qui conduit la procédure jusqu'à son terme. On est de notre côté extrêmement attentif à la possibilité qu'il y ait un repreneur. On l'espère, et par ailleurs à la continuité des soins et notamment à l'accès pour les patients à leur dossier médical. Et donc, du coup, qu'on puisse s'assurer qu'il y ait ensuite une continuité des soins qui s'effectue dans de bonnes conditions. Par ailleurs, pour répondre, vous aviez posé plusieurs questions. La première, c'est plus de moyens pour valoriser les personnels. Est-ce que ça fera plus de personnel? A priori, oui, en termes de volume horaire disponible, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on aura plus de personnes présentes pendant cette période-là. En revanche, ça ne fait pas forcément une présence de plus de professionnels différents, soyons honnêtes. On demande quand même aux professionnels, j'allais dire, habituels, ou en tout cas ceux qui exercent déjà en Île-de-France, d'accepter de décaler un peu leur congé, ou alors effectivement de recourir aux heures supplémentaires. On a effectivement travaillé avec la médecine de ville. Alors, on a eu plusieurs types d'échanges avec l'URPS médecin, mais aussi avec les autres URPS. J'évoquais le travail par secteur, finalement. En revanche, pour le renforcement de l'offre de soins en ville, on a plutôt travaillé de manière territoriale, donc en travaillant notamment avec les communautés professionnelles de territoire en santé, et puis avec les maisons pluriprofessionnelles, oui, c'est ça. Les MSP, exactement. Après, je cherche l'acronyme, mais voilà. Et puis quelques centres de santé, justement, qui sont renforcés. Et vous avez tout à fait raison. Vous m'avez posé la question sur les Paralympiques. Finalement, comment est-ce que vous avez dimensionné l'offre de soins pendant les Paralympiques? Donc, effectivement, on a pris en compte le fait qu'il y aura un peu moins de spectateurs, il y a un peu moins d'épreuves. Et donc, du coup, par exemple, on a considéré que, par ailleurs, on ne serait plus dans une période de tension estivale, puisqu'en fait, ce sera la rentrée. On sera en septembre pour une large part de la période paralympique. Et donc, en fait, on considère qu'on est à un niveau normal, entre guillemets. Donc, on est à 100%
On a demandé aux établissements d'être à 100% de leur planning habituel. En revanche, par exemple, en ville, on a identifié un centre de santé qui permettra d'offrir des consultations destinées aux personnes en situation de handicap. On sait qu'on a la billetterie populaire qui va permettre à des personnes handicapées de profiter de cet événement. Et donc, du coup, voilà, on aura aussi une offre adaptée à leur proposer pour une prise en charge en ville et éviter que, dans certains cas, ils se retrouvent aux urgences. Et pour moi... Alors, il reste la question des médicaments. Deux questions, effectivement. D'abord, pour rassurer Madame la sénatrice sur les autorisations. A priori, toutes les autorisations nécessaires ont été prises et signées. La dernière était celle de la polyclinique qui a été publiée la semaine dernière. Et puis, on a effectivement travaillé au plan blanc, qui est en fait la déclinaison du dispositif Orsan qu'a évoqué docteur Philippe pour la DGS, avec effectivement le travail sur... les risques simultanés, qui est un facteur d'inquiétude pour nous, pas forcément l'événement majeur, mais en fait des événements de moyenne ampleur à plusieurs endroits différents, ça peut être effectivement pas évident. Et donc il y a eu aussi là un travail de remise à niveau, de formation et de formalisation, si j'ose dire, à la fois des plans, de la planification, mais aussi de la formation des équipes, avec beaucoup d'exercices sur les 6 derniers mois. Sur les médicaments, on n'a pas prévu de privilégier l'Île-de-France à ma connaissance. Donc voilà, à ce stade, on est attentif effectivement au suivi des difficultés d'accès à des médicaments, notamment pour certaines pathologies, mais on n'a pas de dispositif particulier qui viserait à privilégier la région Île-de-France. On l'a pas demandé. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Bernard Jomier. Merci, Monsieur le Président. Merci aux uns et aux autres pour vos présentations. Lorsque nous avions débattu de la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques en avril 2023, donc il avait été annoncé qu'une mission IGAS était en cours afin de s'assurer de la capacité donc, du système de santé francilien à s'organiser face à probablement un surcroît d'activité. On attend quand même 15 millions de personnes à l'occasion de ces Jeux en Île-de-France. Et donc, un rapport avait été annoncé. D'ailleurs, notre rapporteure était Florence Lassarade et elle avait rappelé que ce rapport était attendu, que l'Agence régionale de santé Île-de-France et que la DGOS travaillaient sur ce point. Le rapport a été publié en début d'année. J'en ai demandé communication au mois de mars à l'IGAS. Et cette communication m'a été refusée, Monsieur le Président. Donc, je vous remercie d'avoir convoqué notre commission dans le cadre de sa mission de contrôle, mais il est compliqué d'effectuer une mission de contrôle lorsque l'IGAS refuse communication à un parlementaire, en plus francilien, de Paris, mais enfin, mes autres collègues étaient tout aussi fondés à réclamer ce rapport, d'un rapport qui ne me paraît pas avoir été classé secret défense. Alors c'est un refus de communication à date, donc peut-être je l'aurai au mois d'octobre, on ne sait jamais. Pour information, en tant que président, j'ai fait la demande aussi suite au refus. Oui. J'ai relayé et j'ai fait la demande officielle. Pour l'instant, je n'ai pas de retour. Et vous n'avez pas reçu. Donc, oui, on est très heureux de vous accueillir et de vous entendre. Mais tout un ensemble de questions nombreuses et précises de mes collègues rapporteurs, d'ailleurs, n'ont pas eu de réponse tout à fait précise, pas par défaut, parce que ces éléments sont sans doute dans ce rapport et qu'on aurait gagné du temps. Mais je trouve que sur un plan de principe, c'est totalement inacceptable. Ceci dit, j'avais 2 questions complémentaires. La première est sur le nombre de lits d'hospitalisation, puisque donc, je n'ai trouvé, n'est à notre disposition que 6 pages de présentation du dispositif, avec 2 chiffres différents, 750 lits sur un périmètre, 1300 sur un autre périmètre. Bon, nous n'avons évidemment aucune idée de ce qui est nécessaire, mais par contre, vous avez un peu, il me semble, abordé la question de comment cette évaluation a été faite. Pour moi, la question, ce n'est pas de savoir s'il y en a 750 ou 1300, mais combien en fallait-il? Et est-ce qu'on est en capacité d'ouvrir les lits nécessaires du fait de l'évaluation des besoins supplémentaires estimés? Donc, c'est ma première question. Et deuxièmement, je partage la question, je crois que c'est de Corinne Imbert, enfin sur la faiblesse quand même du dispositif de ville. Corinne Imbert disait les maisons médicales de garde ont été sollicitées. C'est d'ailleurs ce qui est mis dans ce rapport de 6 pages. Donc moi, j'ai interrogé les responsables de la principale maison médicale de garde de Paris, qui me disent « Oui, on a eu des échanges avec l'ARS, mais l'ARS a refusé de financer. Alors, c'est peut-être un choix territorial, c'est possible, peut-être mal localisé. Et donc, on a décidé, sur la base de volontariat, de doubler les lignes de garde. » Voilà. Donc,
est-ce que, parce que dans tous vos exposés, il y a quand même un tropisme. On sait le rôle de la PHP sur notre territoire. La PHP écrase un peu l'offre de soins. Mais on va avoir une demande de soins non programmée, une demande de soins courants, avec ces 15 millions de personnes. On peut espérer que, voilà, ce ne sera pas de la demande de soins hospitaliers majoritairement, une demande de soins courants, à une époque où, je le rappelle, les médecins de ville partent en vacances aussi, de façon importante. Donc, pourquoi cette sous-association? Parce qu'encore une fois, quand la principale maison médicale de garde se voit refuser un financement supplémentaire, est-ce que c'est les autres? Il n'y a pas tant de maisons médicales de garde de ça, je dis ça à mes collègues à Paris. Il y en a, je ne sais plus, 7 ou 8, je crois, je ne sais plus le chiffre exact, vous le connaissez certainement. Et donc, pourquoi ce refus de financement supplémentaire vers la ville? Merci beaucoup. La parole à Frédérique Puissat. Oui, merci Monsieur le Président, merci Mesdames et Messieurs de vos interventions. Nous le savons, il y a des risques et des enjeux de santé liés à l'organisation des Jeux Olympiques et de tous les grands événements. Et c'est vrai que nous avions déjà interpellé en la matière le gouvernement, puisque moi, le 13 mars 2023, je posais une QAG au ministre sur ce sujet en particulier des Jeux Olympiques. Mais à l'époque, il y avait un ministre qui était en plein exercice et qui effectivement m'avait répondu, évoquant effectivement ces enjeux de planification que vous avez fort bien détaillés dans vos interventions. Nous rentrons quand même dans une période politique qui est un peu incertaine, avec des Jeux Olympiques qui arrivent très très rapidement. Est-ce que vous considérez, même si j'ai bien entendu que tous les décrets avaient été pris, que la loi avait été votée, etc., est-ce que vous considérez qu'il y a néanmoins, compte tenu du contexte politique incertain que nous vivons, un risque en cas de difficultés majeures liées à la santé, et qu'est-ce qu'il est possible de faire sur ce sujet-là? Ça, c'est la première question. La deuxième question, qui est liée plutôt au droit du travail, on l'a vu sur un certain nombre de secteurs publics en particulier. Il y a eu des négociations assez intenses avec les représentants syndicaux pour effectivement que le personnel puisse être présent à l'occasion des Jeux Olympiques. Est-ce que ça a été le cas dans le secteur public en matière de santé? Et est-ce que ceci a été chiffré et à quelle hauteur? Merci beaucoup. Marie-Noël Schleman. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, Messieurs, pour vos éclairages. Alors, deux séries de questions. Tout d'abord, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un non-recours aux soins évident provoqué par les difficultés liées à la mobilité particulièrement restreinte pendant la période qui va arriver. Est-ce que vous sauriez l'évaluer? Et est-ce que vous avez déjà imaginé comment ensuite reboucler avec les patients, avec l'aide des professionnels de santé, pour éviter des ruptures de prise en charge trop importantes qui aboutiraient à la dégradation de la santé des personnes concernées? Ensuite, ça ne concerne pas vraiment les capacités hospitalières ou de médecine de ville, mais ma question concerne quand même la prise en charge des personnes souffrant de maladies chroniques ou en oncologie et qui nécessitent effectivement une mobilité particulière avec les restrictions que j'ai indiquées tout à l'heure. Et puis aussi toutes les personnes qui sont suivies à domicile, je pense notamment aux infirmières, aux assistants et auxiliaires de vie. Toute une catégorie de personnes âgées qui peuvent être particulièrement fragilisées. Le beau temps est à peu près en train de revenir, mais on ne sait pas si on ne peut pas être confronté à une situation de canicule. Donc il peut y avoir une dégradation brutale de la météo, mais aussi de la situation d'isolement, notamment des personnes âgées. Et donc on sait très bien que, je sais bien qu'il y a ce site Santé Graphie, il y a anticiponslesjeux.fr, mais pour les personnes âgées d'une part et les personnes qui souffrent de la fracture numérique d'autre part, l'accès à ces plateformes peut être particulièrement difficile. Est-ce que vous avez imaginé une possibilité de délivrer ces passes-jeux de façon plus proche? Je pense notamment à des mairies, à des centres communaux d'action sociale, enfin à des acteurs de proximité qui pourraient permettre de faire le lien avec les personnes on va dire, moins à l'aise avec le numérique. Merci. Très bien. Alors, je laisse répondre. Qui commence? Allez, Madame Martineau. Monsieur le sénateur, vous nous interrogez sur effectivement les deux chiffres qui circulent, 750 lits, 1300 lits. 750 lits, c'est vraiment l'effort supplémentaire sur les 12 établissements de première ligne pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, et d'ailleurs, c'est essentiellement la période olympique qui est concernée. Et en revanche, 1300 lits, c'est ce qu'on constate suite à une enquête déclarative de tous les établissements de santé d'Île-de-France entre 2023, l'été 2023 et l'été 2024, une amélioration
en termes de ressources humaines, donc de disponibilité des professionnels de santé et donc de capacité à réouvrir les lits. En fait, ce qui est intéressant dans ces deux chiffres, il y en a un qui est très ciblé, qui mesure l'effort qu'on fait, c'est les 750. Le 1300 lits, il est en fait plutôt une photo de notre système de santé francilien. Et on voit que depuis 2022, qui a été vraiment une année difficile en post-Covid en termes d'ouverture de lits, on est plutôt sur une amélioration, sachant que 1300 lits, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, rapporté à l'ensemble des lits installés en Ile-de-France, ça représente 3,5%. Donc en fait, en 2024, on a une amélioration, je dirais, structurelle d'une certaine façon, qui nous permet de dire que au global, mais c'est vraiment extrêmement large. On prend tous les secteurs, médecine, chirurgie, obstétrique, mais aussi SSR et psychiatrie. Donc on est vraiment sur un champ très large. Et donc on a en moyenne, chaque semaine, entre l'été 24 et l'été 23, 1300 lits ouverts supplémentaires. Ça intègre l'effort fait pour les Jeux Olympiques spécifiquement. Donc ça intègre les 750 lits qui sont que sur la période olympique. Je ne sais pas si j'ai été clair. En tout cas, voilà, c'est ça la différence. Et par ailleurs, vous nous posiez la question de comment est-ce que vous êtes arrivé à cet effort supplémentaire ciblé sur la période olympique. Finalement, est-ce que c'est le bon nombre de lits qui a été ouvert, ou en tout cas le nombre de lits nécessaires, et comment on détermine le nombre de lits nécessaires? Je vais dire les choses concrètement. On a fait le choix, parce qu'il y a quand même une part aussi j'allais dire, de paramétrique, enfin, de considérer qu'un été classique, on est à peu près autour de 80% de lits ouverts. Donc en 2023, quand on regarde l'été 2023, on avait grosso modo, tout secteur confondu, à peu près 80% de lits ouverts par rapport au mois de mars. On a considéré que le bon étiage pendant la période olympique, donc pendant les 3 semaines des Jeux Olympiques, 2 semaines et demie, c'était 100%. Donc en fait, on a demandé aux établissements, dans les 12 établissements de première ligne, de monter leur capacitaire sur les thématiques, sur les spécialités identifiées, de passer leur capacitaire à 100%. Et c'est ça qui nous permet de dire ça fait à peu près 750 lits. Et donc vous voyez, sur les 750 lits, il y en a à peu près la moitié à la PHP. Donc Catherine Pogam pourra vous détailler un peu par spécialité si vous êtes intéressé. Mais en gros, c'est grosso modo, c'est ça la méthode qu'on a utilisée. Concernant la maison médicale de garde, je comprends du coup, suite à l'interrogation que vous aviez, qu'il y a eu effectivement peut-être, je sais pas, en tout cas un déficit de lien avec eux. Honnêtement, on essaye d'être vraiment, de travailler de manière rapprochée, mais s'il y a 2 lignes de garde supplémentaires, c'est qu'elles seront financées. Donc il y a bien un financement supplémentaire lié à ces 2 lignes de garde. Bon, on va creuser. Je prends votre point. Ah bah peut-être, ouais. Des actes majorés, en fait, c'est la rémunération de la maison médicale de garde. Elle repose par définition sur leur financement traditionnel qui est lié à leur volume. Encore une fois, on est dans de la médecine libérale. Ça ne procède pas du tout de l'engagement donc de l'ARS. Voilà. Sur les autres questions, qui souhaitent intervenir, allez-y, Monsieur Philippe. Peut-être sur la question de Madame la sénatrice concernant la problématique de la continuité de l'État. La continuité de l'État, elle s'exerce, et notamment en situation exceptionnelle, par l'organisation des différents centres de commandement. On a un centre de commandement donc stratégique, national stratégique, qui détermine en interministériel toute la réponse de l'État face à toute situation. C'est-à-dire qu'en permanence, tout est analysé, tout est géré et les décisions sont prises. Bien évidemment, dans la chaîne santé, c'est le centre de crise sanitaire donc, qui va activer les différents leviers de la chaîne santé, et notamment en lien avec les agences régionales de santé, donc Île-de-France, mais aussi toutes celles qui sont concernées, pour pouvoir mobiliser tout moyen sanitaire, et notamment la solidarité que l'on pourrait organiser avec une région impactée en mobilisant les ressources des autres régions, parce que nous avons, dans le cadre du décret que j'évoquais en propos liminaire, la possibilité de faire de la mise à disposition d'urgence de professionnels de santé. Ça peut être la projection d'équipes chirurgicales, d'équipes médicales, de corps, ce que j'appelle des corps constitués, comme des SMUR, des cellules d'urgence médico-psychologique. Tout ça fait l'objet donc d'une préparation et d'une organisation qui serait activée
je dirais, naturellement par les centres opérationnels qui sont mis en place. Et bien évidemment, si un événement majeur devait se produire en France, on pourrait imaginer que l'on ait une catastrophe liée à des intempéries avec, comme on a pu le voir malheureusement ces derniers temps, en même temps que les Jeux Olympiques. On a des dispositifs parallèles qui permettent de gérer une crise, on va dire, en dehors de la problématique JO, avec des activations de centres comme la CIC, la cellule interministérielle de crise. Peut-être pour répondre sur le travail qui a été fait avec les personnels des établissements et leurs représentants, peut-être pour préciser, dans le secteur de la santé, on n'a pas demandé au personnel de renoncer à des congés. On leur a demandé d'organiser leurs congés différemment pour pouvoir être présents pendant la période. Mais ils n'ont pas perdu de droit à congé. C'est-à-dire qu'ils vont prendre leur congé. On leur a juste demandé, pour certains, de ne pas prendre 3 semaines consécutives l'été pour pouvoir assurer une présence plus forte sur cette période de tension. Donc c'est peut-être une différence avec certains autres secteurs. Et ces mobilisations exceptionnelles seront par ailleurs valorisées pour les professionnels concernés des services qui sont désignés comme étant effectivement les services de recours au sein des établissements franciliens. Et je ne sais plus. Après, sur la mobilité, mais ça renvoie à ce que Sophie Martinon vous disait dans son introduction. On a effectivement un point de vigilance sur la capacité des patients à accéder à leur lieu de soins pendant cette période où la mobilité francilienne va être particulièrement compliquée, et la possibilité pour les professionnels de santé qui font du déplacement à domicile de pouvoir assurer leur visite à domicile pendant cette période. Donc tout ça a été travaillé, alors là, vous imaginez bien, notamment avec le ministère de l'Intérieur sur ses capacités de circulation. Donc l'ARS a été en lien très étroit d'abord pour désigner ce qu'on appelait effectivement les professions prioritaires sur les déplacements, celles qui doivent pouvoir se déplacer quoi qu'il arrive. On a des associations de patients qui aujourd'hui effectivement sont inquiètes de cette capacité à maintenir les soins. Alors il faut quand même savoir que c'est aussi une période où il y a un tout petit peu moins de programmation de soins du fait du ralentissement de l'activité hospitalière et des vacances des gens. Donc ça nous aide un tout petit peu en Ile-de-France, mais quand même, il y a une vigilance particulière, et c'est ce que vous expliquez, Sophie Martinon, en introduction. Il y a une sensibilisation des établissements pour qu'eux-mêmes sensibilisent leurs patients sur comment vous pouvez accéder à nos locaux pendant cette période, anticiper au maximum, et puis effectivement un travail qui est fait auprès des professionnels. Après, il est clair qu'une infirmière qui fait sa tournée, elle va faire sa tournée moins vite, donc il faut qu'elle aussi anticipe le fait qu'effectivement ces déplacements vont être plus longs et un peu compliqués, et donc qu'elle organise ces déplacements pour tenir compte de ce temps supplémentaire entre les différents patients qu'elle va aller visiter à domicile. Mais tous ces professionnels auront bien des laissez-passer pour leur permettre de continuer à circuler pour aller vers leur patientèle. Merci beaucoup. Oui, Madame. Peut-être 2 éléments de complément, si vous me le permettez. Le premier, effectivement, sur le non-recours aux soins, on n'a pas d'estimation en tant que telle. En revanche, on a été attentif aussi au recours aux soins des plus précaires, et donc notamment de s'assurer que les permanences d'accès aux soins dans les établissements de santé puissent rester ouvertes, parfois en réorganisant l'activité. Et puis, d'autre part, on a mobilisé nos opérateurs, notamment les équipes mobiles santé précarité et les équipes mobiles psychiatrie précarité, pour permettre d'avoir une action d'aller vers qui ne s'interrompt pas pendant l'été, puisqu'en fait, c'est vrai que c'est une période où il y a moins d'activité habituellement, mais voilà, on s'est assuré que ces équipes seraient mobilisées. Évidemment, on a travaillé avec la préfecture de police de Paris pour s'assurer que les professionnels de santé, l'ensemble des professionnels, donc tous ceux qui intervenaient au domicile, que ce soit l'hospitalisation à domicile, mais aussi les prestataires de soins à domicile, mais aussi les infirmiers libéraux, mais aussi les services de soins infirmiers à domicile, puissent intervenir, soient bien identifiés par la préfecture de police, puissent obtenir un QR code s'ils intervenaient en zone rouge. Tout ça, c'est acté. Il y a vraiment eu un travail de bonne qualité, de très bonne qualité, je dirais, avec la préfecture de police. De la même façon, côté logistique urbaine, on a des travaux menés cette fois-ci par la préfecture de région pour tout ce qui concerne les livraisons et les fournisseurs, puisqu'en fait, c'est aussi un énorme sujet. On organise régulièrement, alors à notre demande, la préfecture de police et la préfecture de région ont accepté de faire un séminaire dédié aux professionnels de santé, qui était un webinaire qui a eu lieu la semaine dernière. Il y en a plusieurs encore, notamment
à l'initiative de la préfecture de région, voilà, qui permettent de répondre aux questions comme est-ce que je pourrais me garer, comment faire ma livraison, etc., etc. Et donc ça, c'est des questions très pratico-pratiques, mais sur lesquelles les professionnels ont besoin d'informations. Donc voilà, on a fait cette mise en relation et on a facilité effectivement la réponse à ces questions, ce qui est extrêmement important. Dernier point, vous évoquiez les personnes souffrant les aidants, la possibilité qu'il puisse y avoir une canicule. Donc il y a effectivement un risque bien identifié en termes de probabilité, et notamment la question d'appuyer les personnes qui pourraient être en zone rouge à pouvoir accéder aux informations, et puis si nécessaire à un QR code. On a un certain nombre de mairies qui ont pris l'initiative effectivement et accompagnent les personnes. J'indiquais, moi j'ai moi-même participé à un webinaire avec France Asso Santé. Voilà, l'objectif il est bien là, c'est que chacun puisse anticiper ses soins pendant cet été, que ce soit des aidants, que ce soit des patients, que ce soit des personnes en EHPAD ou des professionnels. Merci bien. La parole à Khalifé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs, pour cette présentation. Beaucoup de choses ont été dites. Je vais me concentrer 3 secondes sur 3 points. Le premier concerne l'autorité administrative vis-à-vis des médecins. Le contrat que l'État va le signer avec qui? Avec la PHP. Les médecins qui vont venir d'ailleurs aider seront sous quelle autorité? Deuxième question. Troisième question, plus large. Est-ce que ce dispositif que vous faites est habituel? On a les JO régulièrement, donc est-ce que l'effet Covid vous a incité à faire quelque chose de différent cette année? Une petite question subsidiaire. Est-ce que vous avez prévu les masques? Puisque vous avez beaucoup parlé de maladies infectieuses ou autres. Est-ce que vous avez prévu du masque? Pas pour les athlètes, bien sûr, mais au moins pour les spectateurs. Merci. Merci. Annie Le Hérault, maintenant. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs, pour ces éléments que vous nous avez déjà apportés. Moi, je vais vous demander des compléments d'information, notamment sur l'anticipation des plannings et sur les ressources humaines mobilisables et qui seront mobilisées. Vous avez parlé de valorisation de certaines activités ou agents qui pourraient faire des heures supplémentaires de nuit ou les CET. Mais enfin, moi, j'ai tendance à penser, ce que j'entends des professionnels de santé, c'est que les CET sont déjà au taquet et que de toute façon, ils sont déjà dépassés. Donc, c'est un apport de valorisation qui pourrait être inopérant. Vous avez parlé de bénévoles volontaires. Donc, moi, c'est une terminologie que je ne connais pas. Donc, qui sont ces bénévoles volontaires? Quel profil? Quelles sont leurs conditions d'accès? Vous avez aussi parlé de soutiens interrégionaux. Alors moi, je viens des Côtes-d'Armor. Nos urgences sont déjà fermées la nuit, donc je ne vois pas quel soutien interrégional on va pouvoir vous apporter, puisque déjà les liens enfin, le service d'accès aux soins d'urgence n'est pas assuré. Donc j'aurais souhaité que vous nous précisiez ça. Et je n'ai pas entendu parler de solidarité européenne. On aurait pu penser qu'il puisse y avoir aussi, au-delà du soutien interrégional, un soutien inter-européen. Donc voilà. Merci. Sur la surcrise. Donc la question a été posée par Madame Puissat, mais je reste un peu insatisfaite de votre réponse. Quelle est votre marge de manœuvre en cas d'attentat ou de risque particulier au-delà de la canicule? Et une question concernant les actions d'éducation ou de prévention en matière de santé, d'alimentation, de promotion du sport. Est-ce que c'est prévu? Et je pense particulièrement à la prostitution et aux violences sexuelles. On sait que les grands rassemblements peuvent être, et sont d'ailleurs, puisque quand vous allez sur Internet, vous avez des appels à proposition déjà de prostitution. Donc comment est-ce que vous abordez cette question de prévention en matière de santé, en particulier sur les violences sexuelles? Merci. Merci. Pour terminer, Laurence Muller-Bronn.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs, pour les informations que vous nous avez déjà apportées. Alors moi, je revenais sur le budget. On n'a pas de chiffres vraiment détaillés. Quel est le budget estimé et affecté aux soins des Jeux Olympiques, en sachant qu'il y a eu un coût en termes de personnel et l'absence d'accord avec le CIO de prise en charge. Donc, vous avez certainement un budget estimé. Ensuite, comment avez-vous abordé les questions d'intoxication alimentaire? Puisque là aussi, les personnes doivent être isolées, confinement, éviter que, je ne sais pas, pouvez-vous nous dire, il y a beaucoup de vendeurs ambulants pendant cette période qui sont difficilement contrôlables, comment vous allez faire? Et puis, vous nous avez parlé d'une comparaison avec Londres tout à l'heure, qui vous a inspiré. Donc, à ce stade, comment nous situons-nous par rapport à ce qui s'est passé à Londres, par rapport au budget, par rapport à la prise en charge des soins là-bas? Qu'est-ce que ça a pu? Est-ce qu'on s'en rapproche? Évidemment, il n'y avait pas les problèmes politiques que nous avons, nous, depuis quelques jours. Merci beaucoup. Alors, qui prend l'initiative? Allez, Madame Avondoré. Oui, donc pour répondre sur les leviers un petit peu et la mobilisation du système de santé à l'été, comme je vous l'ai dit, on a fait beaucoup de groupes de travail afin de poser les hypothèses en fait de mobilisation du système de santé et voir notamment quelles étaient les possibilités d'appui interrégional et voir comment est-ce qu'on allait mobiliser. Donc ces groupes de travail sont arrivés à la conclusion que malgré tout, et comme vous l'avez dit, les tensions structurelles, en fait, notamment de nos structures d'urgence, rendaient difficile en fait une mobilisation interrégionale et notamment à destination donc de l'Île-de-France. Donc basé sur cela, on a mis en œuvre donc plusieurs types de leviers. Donc tout d'abord les leviers qui sont nationaux, ceux-ci, comme l'a dit Madame Poujon, donc déjà tout ce qui est droit commun, on l'a évoqué tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, que ce soit les heures sup, le temps de travail additionnel, la valorisation de la permanence de soins en établissement de santé la nuit, mais également donc une élévation du plafond des CET de 10 jours pour l'ensemble des professionnels de santé. Et ensuite, concernant l'Île-de-France, eu égard justement à ces renforts qui allaient être difficiles, on a fait le choix en fait de porter la création en fait d'une indemnité compensatoire qui vient compenser, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de renoncer au principe des 3 semaines de congés consécutifs. Donc vraiment, dans la santé, on n'a pas voulu être, en fait, on va dire, empêcher les professionnels de prendre des congés, mais être incitatif en les incitant à fractionner leurs congés en dehors de la période des Jeux Olympiques. C'est-à-dire que pour toutes les personnes, en fait, qui ne prendront pas 3 semaines de congés consécutifs entre le 1er juillet et le 31 août, et qui travailleront quand même une période équivalente à leur obligation de service sur la période des Jeux Olympiques, 22 juillet, 11 août. Ceux-ci, en fait, dans les établissements de santé, les services donc reconnus par la Direction générale de l'ARS JOP, qu'on a appelé estampillé JOP, ceux-ci se verront donc reverser en fait une compensation en fait au principe de renoncement de cette non-prise de 3 semaines de congés consécutifs. Donc en fait, pour tout ceci, ils ne feront pas forcément non plus des heures sup TTA, on décale en fait le travail, mais si jamais ils venaient à faire un temps de travail supplémentaire, le CET, le plafond du CET a été élevé. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Concernant la solidarité interrégionale, oui, je finis juste sur la solidarité interrégionale parce que vous nous posiez l'exemple, madame la sénatrice, de votre région. Donc, eu égard au fait qu'il disait qu'elle ne pouvait pas se mettre en œuvre, a malgré tout été décidé pour pouvoir monter sur le renfort pré-hospitalier, en fait, les équipes SMUR, afin de pouvoir le monter de 100% à 120% en Île-de-France, en fait, 10 équipes SMUR au total. Donc, on entend ambulance de réanimation, médecins, infirmiers, ambulanciers, donc à hauteur de 10 équipes SMUR, donc interrégionales, donc des autres régions, vont venir renforcer l'Île-de-France, bien évidemment sur la base du volontariat, après que l'ensemble des professionnels de santé aient établi leur obligation en fait de service dans les établissements, après accord des chefferies de service, direction d'établissement, direction générale de l'ARS, justement pour prévenir le fait
que dans certaines régions, il y a des grandes difficultés et que ces renforts ne peuvent ne pas se faire. Et donc, les 10 équipes sont bien mobilisées. Il y a bien eu des volontaires, donc du coup, dessus, mais qui, eux, sont rémunérés. Non, mais pas en Bretagne. Mais voilà, donc, mais malgré tout, on a réussi à trouver la région. Le programme bénévole volontaire, c'est un programme qui appartient au CIO, qui est propre au CIO, sur lequel nous, on n'a pas qui est connu de toutes les Olympiades, qui en fait est un programme pour mobiliser. Donc il y a 45 000 bénévoles volontaires au total qui seront mobilisés, dont 3 000 professionnels de santé. Et dont dedans 400 médecins urgentistes. Donc, ce n'est pas du tout spécifique à l'édition, on va dire, parisienne. C'est en fait un peu la magie des jeux. Enfin, voilà. Et donc, c'est un programme qui fonctionnait jusque-là et donc qui est vraiment CIO et qui mobilise donc des bénévoles volontaires. C'est un programme propre au CIO sur lequel. Voilà pour ces premiers éléments. Très bien. Qui continue sur les questions? Monsieur Philippe. Oui, juste peut-être, Madame la Sénatrice, sur le sujet que vous avez abordé, qui est la mobilisation en situation exceptionnelle, c'est-à-dire l'échelon d'après. Là, on est vraiment sur un événement grave. Donc là, on est sur les dispositifs de mobilisation des professionnels de santé qui existent dans leur lieu d'exercice, que ce soit dans les établissements de santé à travers le plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles qui permet de mobiliser des professionnels, de toutes les structures qui peuvent être mobilisées donc à l'échelon national en renfort d'un territoire qui est potentiellement concerné. Donc on est vraiment sur des dispositifs assez conséquents qui permettent donc d'organiser la projection potentiellement d'équipes, comme on a pu le faire par exemple le soir des attentats du 13 novembre 2015 sur Paris, où des renforts sont venus d'autres régions pour apporter, et notamment ou à Nice par exemple, où on a projeté plus de 150 professionnels de l'urgence médico-psychologique en appui des équipes locales. Donc ça se fait régulièrement et c'est quelque chose qui fonctionne. En général, on n'a pas de difficulté dans telles circonstances à trouver des professionnels qui se mobilisent, tant sur les professionnels de l'hôpital que les professionnels de ville qui sont pour la plupart spontanément volontaires pour contribuer. Si besoin, on peut recourir aux moyens de l'Europe. On a des dispositions européennes dans le cadre des mécanismes d'entraide européens qui peuvent être mobilisés. C'est à la fois des équipes, alors on a des hôpitaux de campagne européens qui peuvent être mobilisés, mais également du matériel. La France est d'ailleurs stocke des matériels, des produits de santé, des dispositifs médicaux, des médicaments sur son territoire pour le compte de l'Europe. On en a aussi pour le compte national, mais on a tous ces dispositifs qui peuvent être activés en tant que de besoin si cela était nécessaire. Très bien. Madame Martinon, vous vouliez, ou Madame Poujon? Oui, alors peut-être, pour répondre à Monsieur le Sénateur, on a donc plusieurs dispositifs. Sur ce qui concerne les établissements de soins et la mobilisation des établissements de soins, on est dans le cadre classique de la mobilisation des établissements. Donc l'ARS a demandé à la PHP d'organiser, donc sur certains sites, ou d'ailleurs dans d'autres établissements franciliens, d'organiser une mobilisation exceptionnelle des établissements étant considérés comme établissements recours dans le cadre de la prise en charge de la patientèle JO. Ça se passe dans le cadre des discussions ARS-établissements, et ensuite c'est bien les personnels des établissements qui sont mobilisés dans leur cadre de travail habituel, j'ai envie de dire, pour exercer. Vous avez ensuite effectivement la médecine de ville qui prend le relais, mais là aussi dans son cadre habituel de fonctionnement. Et puis, vous avez le dispositif Paris 2024, où là, effectivement, vous avez des bénévoles volontaires, mais qui sont placés sous l'autorité de l'organisation Paris 2024 et qui sont donc assurés en cas de risque pour eux-mêmes, ils sont assurés par Paris 2024. Donc s'ils avaient besoin de soins, ils seront pris en charge par les établissements de santé, le système de santé français, mais avec une prise en charge des frais financiers assurés par les assureurs. Sur le coût du dispositif, alors il y a une partie de la question à laquelle on ne peut pas répondre, puisqu'une partie de ce coût est assumée par Paris 2024, donc notamment via les contrats d'assurance. Voilà. Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a débloqué 20 millions d'euros pour le soutien en fait exceptionnel au titre des renforts RH sur la période des Jeux, donc pour permettre effectivement de soutenir les établissements qui vont avoir des dépenses de personnel supplémentaires à celles qu'elles auraient eues en l'absence des Jeux Olympiques, et donc pour permettre de faire face en partie aux coûts qui sont liés au temps de travail additionnel, aux heures sup, aux primes qui seront versées à ces professionnels de santé. Voilà, et pour financer ce qu'on a évoqué, donc les renforts, ce qu'on appelle les renforts pré-hospitaliers,
donc les équipes SMUR qui vont venir d'autres régions renforcer la prise en charge préhospitalière en Île-de-France. Les 20 millions, c'est pour l'ensemble des dispositifs, également le risque cyber, les LISMUR, enfin tout ce qui a été évoqué par l'ARS Île-de-France, en plus de la mobilisation RH. Peut-être quelques éléments. Vous m'aviez interrogé sur deux choses. Enfin, en tout cas, vous aviez une question sur... C'était vous, madame la sénatrice. Sur la prévention des violences sexistes et sexuelles. Et puis, sur la promotion de l'activité physique. Donc oui, on a fait le choix de renforcer nos actions de prévention, notamment autour des fan zones ou auprès des associations qui interviennent auprès des publics que vous évoquiez, notamment travailleurs du sexe, travailleuses du sexe, avec du coup des financements complémentaires spécifiquement tournés vers des actions ciblées pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Et puis en revanche sur l'action plutôt comment est-ce qu'on s'appuie sur les Jeux olympiques pour enclencher une dynamique et développer l'activité physique, on est sur une action de beaucoup plus long terme qui a débuté beaucoup plus en amont avec un travail auprès des structures médico-sociales, notamment pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées, avec l'idée de pouvoir à terme assurer 30 minutes d'activité par jour, d'activité physique adaptée pour ces publics-là. Donc on a travaillé par exemple sur des outils à la main des professionnels en EHPAD ou en établissements médico-sociaux, avec par exemple la Ligue paralympique, la Ligue de sport paralympique. On a voilà on a des conventions par exemple qui permettent de mettre en relation des clubs paralympiques avec des établissements médico-sociaux pour enclencher aussi voilà une dynamique qui est liée au développement de l'activité physique pour des publics qui en sont habituellement éloignés. Voilà, c'est deux exemples d'actions, mais en fait, il y en a beaucoup d'autres, hein. L'idée, c'est vraiment d'avoir des passerelles entre le monde du sport et le monde, la prise en charge des usagers ou des personnes avec des maladies chroniques, par exemple. Merci. Madame Henry, vous voulez intervenir? Non. En fait, on a un programme large en lien ministère de la Santé, ministère des Sports qui s'appelle Héritage et qui vise justement à capitaliser sur le mouvement enclenché par les Jeux Olympiques pour remettre le sport, entre guillemets, dans le paysage quotidien des Français et des patients. Voilà. Et donc, on a un programme qui a commencé il y a déjà quelques temps et qui va se continuer d'ailleurs après les JO, qui vise à promouvoir le sport dans tous les aspects de la vie quotidienne avec plusieurs actions qui sont labellisées Héritage Jeux Olympiques. Madame Henry. Merci beaucoup. Donc pour revenir rapidement sur les questions des masques, donc on suit de près évidemment l'épidémie de Covid et d'ailleurs plus largement toutes les infections respiratoires aiguës et on se tient prêt à mettre en place toutes les mesures de gestion qui seront adaptées, qui s'appliqueront à la fois à la population générale, mais évidemment également aux visiteurs. Il n'y aura pas de distinction dans les mesures de gestion qui seront mises en place. Après, concernant la question sur la prise en compte du risque TIAC, donc s'agissant de la Direction générale de la santé, nous on est en charge de la surveillance et du suivi des cas. C'est la Direction générale de l'alimentation qui assure qui assure les plans de contrôle et les investigations autour des aliments. Donc en tout cas pour ce qui nous concerne, c'est évidemment un risque qui a été identifié et dont la probabilité d'occurrence est importante. On a mis en place donc une veille et une surveillance renforcée qui tourne autour notamment du recensement des cas qui seront identifiés. Et on s'inscrit également dans le dispositif que j'évoquais tout à l'heure, à savoir des maladies à déclaration obligatoire, avec une remontée systématique des professionnels de santé. Cette remontée sera assurée par les professionnels de ville, comme cela se fait couramment, professionnels hospitaliers, mais également par les professionnels qui travailleront pour Paris 2024 au sein des sites olympiques. Donc on a travaillé justement avec eux étroitement pour que tous les cas qui seraient repérés dans la polyclinique ou qui seraient repérés au niveau des postes de secours soient également remontent également à l'ARS pour qu'ensuite justement l'ARS puisse assurer les investigations nécessaires et notamment toutes les procédures de contact tracing qui permettent de retrouver les cas et ensuite d'orienter les patients vers les filières de prise en charge qui conviennent. Voilà.
Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour de... Ah oui. Ah oui. En fait, Londres a servi, entre guillemets, de point de discussion pour regarder comment ils s'étaient préparés, ce qui était arrivé, quels avaient été entre l'estimation des besoins et les besoins réels. Et ça nous a servi à essayer de calibrer notre propre modèle. Je ne saurais pas vous dire comment on est situé. En tout cas, la perspective de préparation qui a été pensée a été mise en œuvre. Donc maintenant, ça va, entre guillemets, dépendre de la réalité, de l'épreuve des faits. Mais on est dans notre schéma de préparation. Alors le budget, c'est ce que je vous dis, il y a une grande partie qui appartient à Paris 2024, sur lesquelles je serais bien incapable de vous dire, puisque voilà, ils négocient leur contrat et c'est bien normal sans nous associer. En revanche, je peux vous dire ce que nous, on a mis comme effort supplémentaire. C'est les 20 millions que j'évoquais tout à l'heure pour les moyens appropriés de réponse liés aux Jeux Olympiques, au-delà de l'investissement qui peut être fait de manière courante dans le système de santé. Merci beaucoup. Merci en tous les cas pour ce grand oral. C'est la période, c'est pour ça que je te donne. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Et puis nous lirons le rapport IGAS, malheureusement, certainement après. Mais enfin bon, en tous les cas, merci pour les réponses que vous avez apportées. Voilà, merci.